Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Assault Laser. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Les Américains ont Superman, les Japonais ont Ultraman. Ce personnage, créé à la fin des années 60, est en effet l'équivalent de l'homme d'acier pour les Japonais. Il a donné naissance à tellement de séries, films et autres qu'il est même rentré dans le Guinness Book en tant que série ayant le plus de spin-off. Et avant que quelqu'un ne me rétorque que les Sentai ont plus de séries qu'Ultraman, je rappelle que les séries de Sentai se déroulent dans des continuités différentes et ne sont donc pas des spin-offs. Ultraman est même tellement populaire qu'il a donné naissance à des imitateurs. En France, le plus connu est Spectreman, qui a été diffusé au début des années 80. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une imitatrice. Assault Laser, une Kyodai héroïne géante, made in Zen Pictures. C'était même un des premiers films de la firme. Ikuzo! Assault Laser débute donc par une enquête sur un meurtre dont on ne reparlera plus par la suite, enquête menée par un inspecteur qu'on ne reverra plus par la suite, et dont le seul intérêt est de nous dire que ce meurtre implique vraisemblablement un extraterrestre de la planète Royts. Une voix off nous explique que nous sommes en 2023, quelques années après que la Terre et Royts aient conclu une alliance entraînant de nombreux échanges entre les deux planètes. Le problème, c'est que ces échanges ne sont pas sans causer des problèmes sur Terre, que ce soit quand des criminels roytiens viennent y poursuivre leurs activités, ou quand leurs compatriotes amènent sur Terre leurs petits animaux familiers qui deviennent nettement plus belliqueux. Afin de s'occuper des problèmes liés à ces échanges culturels, on a créé Assault, une organisation paramilitaire comparable à celle qu'on trouve dans chaque série Ultraman, et dont le nom signifie Équipe de la Ligue des Nations pour l'hébergement, la recherche spéciale et l'assurance par en dessous. J'y peux rien, c'est la traduction. Assault est dirigé par Yutaro Arashi, incarné par Eiichi Kikuchi. Et si ça, c'est pas du fanservice, je ne sais pas ce que c'est. Bon, le nom ne dit probablement rien aux spectateurs français, mais Eiichi Kikuchi est une véritable légende au Japon. C'est un acteur et un cascadeur, d'ailleurs c'est lui qui a chorégraphié certains des combats du film, qui a participé à bon nombre de séries tokusatsu. Pour ne citer que deux exemples, c'est lui qui a été le sweet actor d'Ultraman Jack dans la série Kaitecta Ultraman, également lui qui jouait le rôle du professeur Iguana dans la série de Sentai Gogol 5. Oui bon, c'est vrai, il n'a pas toujours été gâté niveau costume. Sous ses ordres, on trouve Kim Jong-un. Si, regardez, c'est lui, hein. Alors évidemment, pour respecter les clichés, il est gros, donc il est maladroit. Après avoir fait son jogging, il rencontre une femme portant une tenue d'agent d'Assault, mais qui ne reconnaît pas. Il veut donc l'arrêter, elle résiste, mais est faite prisonnière par deux policiers qui se sont téléportés à côté d'elle. Le lendemain, Kim Jong-un découvre qu'il a arrêté en fait un nouveau membre de l'équipe. Bah dites donc, vous parlez d'une carte de visite. Vous imaginez si je faisais pareil? Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Liza Minney est interprétée par Yui Asaina, qui est surtout connue comme actrice porno. Si vous vous rappelez, dans ma vidéo sur Kagerion, j'avais expliqué que Zen Pictures était une filiale d'une
boîte spécialisée dans les parodies porno de super-héroïnes, donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'au moins à leur début, ils aient été chercher leurs actrices dans ce milieu. Au passage, une coïncidence assez amusante, je trouve qu'elle a des faux airs avec l'actrice qui joue le rôle de Misaki dans Ultraman Max. Mais évidemment, c'est forcément une coïncidence, étant donné que Assault Laser est sorti 1 an avant Ultraman Max. Ah, tiens, on a une coupure pub. Ah non, tant pour moi, on est toujours dans le film, avec un monstre coiffé d'une crête punk et au regard pas très éveillé, qui débarque pour ravager la ville. Son arrivée est immédiatement détectée par des clones de Rei Ayanami qui s'empressent de donner l'alerte. Des stock-shots de militaires partent à l'assaut, tandis que Liza et Kim Jong-un décollent à bord de leur avion en plastique. Bon, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils passent par un couloir alors qu'ils avaient la sortie juste devant eux? Le monstre abat leur appareil, donnant lieu à un crash digne de ceux des oiseaux de Birdemix. Et Liza se transforme en Assault Laser pour le combattre. Attendez. Non. Ils ont pas osé quand même. Ils ont pas osé. Si! Ils ont osé! Ils ont osé mettre un full frontal nudity subliminal pendant la séquence de transformation! Profitons-en pour étudier un peu le costume d'Assault Laser. Ah oui, pour la petite histoire, Liza et Laser ont pratiquement la même écriture en japonais. Le costume est clairement inspiré de ceux d'Ultraman. Il a même cet aspect un peu caoutchouteux des costumes utilisés dans les anciennes séries. Les cornes un peu bizarres, faut avouer, sont clairement inspirées des couettes, entre guillemets, de Ultra Noir. Et elle a même un timer sur la poitrine. Alors par contre, dans Ultraman, le timer est une espèce de diode qui clignote pour l'alerter quand ses réserves d'énergie deviennent trop faibles. Mais dans le cas d'Assault Laser, il ne sert absolument à rien. Le combat peut donc commencer et là, c'est le drame. En effet, alors qu'ils avaient bien quelques maquettes de ville qu'ils utilisent pour 1 ou 2 plans, pour les combats, ils ont préféré filmer les acteurs sur un fond vert pour les incruster ensuite dans des décors réels. Bon, déjà là, les voitures complètement immobiles, ça ne fait pas trop, mais même comme ça, on n'y croit pas une seconde. Et quand ils rajoutent de la fumée en CGI pour cacher un peu la misère, c'est encore pire. Sans compter qu'il y a eu un petit, minuscule détail auquel ils n'ont pas pensé. Je vous laisse deviner. Que se passe-t-il quand on filme un objet métallique ou tout simplement un costume doré ou argenté devant un fond vert? Devinez! Le fond vert se reflète dessus et le personnage devient transparent! Alors certes, vous me direz que c'est un film à petit budget, qui peuvent pas faire des trucages très élaborés, etc. Et pourtant, regardez ce qu'un autre studio, avec lui aussi très peu de moyens, arrive à faire avec les mêmes contraintes. Bon d'accord, il y a presque 10 ans d'écart entre les deux films, donc ça a peut-être dû jouer aussi. Et puis surtout, ces combats sont mous, mais mous. Je sais que dans les premiers Ultraman, les combats n'étaient pas non plus des modèles de dynamisme, mais s'il y avait bien un truc auquel c'était vraiment pas la peine de rendre hommage, c'était bien ça. D'autant plus que certains plans reviennent
plusieurs fois durant le combat. Tenez, rien que ce plan de Lisa en train de hocher la tête, je ne sais même pas combien de fois on le verra dans tout ce film. Mon Dieu, je n'ose imaginer qu'il puisse y avoir un symbolisme sexuel caché dans cette image. D'ailleurs, dans le reste du film aussi, on a droit à des séquences repassées plusieurs fois. De temps en temps, ils inversent l'image pour donner le change, mais ça marcherait peut-être mieux s'il n'y avait pas des inscriptions à l'écran. Et comme ça ne suffit toujours pas pour atteindre une durée de métrage supérieure à 1 heure, on continue de meubler avec des stock shots. Je vous ai cité l'exemple des militaires, mais croyez-moi, il y en a beaucoup d'autres. C'est bien simple, je suis sûr que si on réduisait les stock shots au minimum nécessaire à la compréhension du film et qu'on ne répétait aucune séquence, on n'atteindrait même pas la moitié de la durée totale du film. Bon, après, il faut quand même reconnaître un point positif. La musique utilisée pendant les combats est assez dynamique et même très dansante. Même le monstre est d'accord. Enfin bref, à l'issue d'un combat interminable, le monstre tente de s'enfuir en volant et est abattu par Assault Laser. Elle a gagné, générique. Et non, partez pas, c'est pas fini. Il reste encore 2 épisodes. Ah oui, je vous avais pas dit, histoire de pousser encore plus loin la ressemblance avec Ultraman, ils ont conçu Assault Laser comme une compilation de 3 épisodes. Et ils ont été très loin pour que l'illusion soit complète. Chaque épisode a son générique de début, et bien sûr, histoire de rendre hommage aux séries Ultraman, on trouve les fameuses images en ombre chinoise, ainsi que les noms des monstres qui vont apparaître dans l'épisode, un générique de fin, une bande-annonce pour l'épisode suivant, et même un Hey Catch. Vous savez, les images ou les animations qui indiquent les coupures pub quand les épisodes sont diffusés à la télé. On enchaîne sur le 2e épisode, dans lequel Liza nous fait une démonstration de sa façon très personnelle de prendre un raccourci. Vaincue en tentant d'affronter plusieurs monstres à la fois, Liza doit donc subir un entraînement spécial auprès de Arashi, entraînement qui consiste à esquiver ses attaques à l'épée en ayant les yeux bandés. Arashi aurait quand même pas eu l'air con si elle n'avait pas réussi à bloquer son attaque. Et tout ça pour lui permettre de mettre au point une nouvelle super attaque finale de la mort qui tue, appelée Assault Barrier. La relation de cause à effet m'échappe à moi aussi. Elle repart donc à l'attaque, détruit un des monstres en utilisant la même attaque en croix que Ultraman. Bon, c'est vrai, à l'écran, on a plutôt l'impression qu'elle les tue à coups de bras d'honneur. Mais bon. On terrasse un deuxième à l'aide de sa nouvelle technique de combat, et affronte enfin un 3e monstre sous les fenêtres d'un figurant lambda. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment elle arrive à briser la fenêtre alors qu'elle est ouverte ? Et pourquoi quand elle détruit le monstre, on n'est plus en ville mais au milieu de la plage ? Le figurant lambda a déménagé entre-temps. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette scène à la plage a été tournée à un autre moment et avec une autre actrice dans le costume. Quant à savoir pourquoi... Dans le 3e épisode, c'est au tour d'un singe géant sous-marin d'attaquer la ville. À moins que ce ne soit The Mighty Gorga. Sérieux, ils auraient quand même pu faire un effort pour qu'on ne remarque pas les manches du costume.
Bref, vous commencez à avoir l'habitude, à force, blablabla, stock shot de dégâts, blabla, incrustation foireuse avec fumigène, blablabla, l'armée n'arrive pas à arrêter le monstre, blablabla, Lisa et Kim Jong-un passent à l'attaque à bord de leur vaisseau en plastique, blablabla, l'appareil est abattu. Blablabla, full frontal nudity transformation. Liza! Liza! Il est de l'autre côté, le monstre! Ouh! Quoi, c'est déjà fini? Bon bah, merci quand même d'être venu, King Kong. Comme c'est censé être le dernier épisode de la trilogie, le grand méchant qui est derrière toutes ces attaques décide d'enfin lancer sa super méga attaque sur la Terre. Et envoie donc son escadrille de... De quoi, au juste? Dans le même temps, il prend le contrôle d'Arashi et l'oblige à saboter les installations de Assault. Enfin, je suppose qu'il les sabote, parce que c'est pas très évident à l'image. Puis, il attire Liza dans un piège et tente de la tuer. Durant un bref moment de lucidité, Arashi la supplie de le tuer et elle s'exécute. C'est alors que le grand méchant du film, Teizo, fait son entrée, et là, c'est le drame. Qu'est-ce que c'est que ce putain de costume à la con? Ah, dites donc, si c'est un couturier terrien qui l'a conçu, tu m'étonnes qu'il ait envie de nous exterminer. Il en a d'ailleurs tellement honte que dans toutes ses premières apparitions dans la série, il est filmé comme ça. Et soudain, coup de théâtre... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Teizo tente de s'enfuir, mais Assault Lizer se lance à sa poursuite, nous donnant droit aux scènes de vol les moins crédibles depuis celles de l'homme Puma, ainsi qu'un précurseur de Man of Steel, puisqu'Assault Lizer passe plus de temps à détruire la ville qu'à toucher son adversaire. Tous aux abris, elle s'est pas visée, cette conne! Vous êtes sûr qu'elle est censée sauver la Terre ? Et une voiture majorette parmi les victimes. Une! Oui, elle vient de one-shotter un passant, là. Oui. Et c'est reparti pour un combat aussi énergique qu'un affrontement de koala catcheurs dopés à l'eucalyptus. Ah, très joli cette ombre projetée sur le ciel. C'est un hommage à la fin du Truman Show? Ah, je sais pas ce qui est le plus choquant. Le sexisme ou le viol collectif des lois les plus élémentaires de la physique? Je veux dire, j'ai pas tenté l'expérience, et de toute façon je doute de trouver une femme qui accepte de me servir de cobaye, mais je suis certain qu'il est impossible de soulever une femme en l'agrippant par les... Enfin comme ça, quoi. Eh les gars, j'ai une idée pour la scène où le méchant projette l'héroïne au loin. On a qu'à la filmer déjà à terre et mettre juste un grand baoum en fond sonore. Les spectateurs y verront que du feu. Navré de vous décevoir, mais je n'éprouve aucune envie d'appeler les pompiers. Ah, histoire de rétablir l'équilibre dans le sexisme, le méchant se prend un coup de laser dans les fesses. Et Assault Lizer se souvient enfin qu'elle possède des super attaques de la mort qui tuent, capables de one-shotter son adversaire. Bref, sa tâche accomplie, Liza quitte la Terre et repart sur sa planète. Fin du 3e épisode et d'Assault Lizer. Ok, alors, que peut-on dire de ce film?
Eh bien, il y a une volonté évidente de rendre hommage aux séries Ultraman. Et il est également évident que les auteurs sont des fans de leur modèle. Déjà, le principe de base, avec une organisation paramilitaire qui combat des envahisseurs extraterrestres et des monstres géants, et dont un des membres est en réalité un extraterrestre capable de se transformer en géant pour combattre, est le même que celui de n'importe quelle série Ultraman. Les pitchs des 3 épisodes n'auraient pas détonné dans une série Ultraman, et on ne peut nier que beaucoup de soins ont été apportés dans le costume d'Assault Laser, les uniformes des membres de Assault, et dans le design des monstres. La plupart, en tout cas. Inutile de dire qu'à côté, Taizo fait encore plus tâche. Et puis, il y a le reste. Les maquettes en plastique évidentes, les stock shots, les longueurs, les séquences répétées en boucle, et surtout ces incrustations épouvantables. C'est triste à dire, mais à cause de tous ces défauts, il est impossible de prendre Assault Laser au sérieux, et il se retrouve donc malheureusement dans la catégorie nanar. Et c'est vrai que, au second degré, il est assez hilarant à regarder. Et pourtant, on éprouve quand même de la culpabilité à en rire. Parce que malgré tous ses défauts, malgré tous ses ratages, la sincérité et la bonne volonté de toutes les personnes impliquées dans ce film est évidente. Et on ne peut s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour eux. Et donc, même si ce film est un nanar, même s'il est un gros moment de comique involontaire, j'ai quand même envie de leur dire: vous avez quand même fait du beau travail, les gars. Janet!